Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une nouvelle vidéo pour parler de la tragédie et de la comédie. Donc on va remonter l'histoire. Donc du coup, le théâtre, on va commencer à l'Antiquité. En réalité, on ne sait pas vraiment à quelle époque ça a commencé. Mais là où on en a des traces, les premiers textes que nous avons, c'est à l'Antiquité. Donc il faut savoir que dans le théâtre antique, il n'y a que des hommes qui jouent. Voilà, c'est comme ça. Et vous avez un chœur. Le chœur est aussi important que les acteurs. C'est lui qui vient apporter les événements importants, qui va jouer le rôle du narrateur en quelque sorte, et qui va également donner le point de vue de l'auteur. Parce que figurez-vous qu'à l'époque, plein milieu de la pièce, l'auteur pouvait donner son avis via le chœur en quelque sorte. Voilà. Ça se fait plus trop aujourd'hui, mais à l'Antiquité, ça se passait beaucoup comme ça. Donc la tragédie, c'est le genre noble, tandis que la comédie, c'est le genre plutôt bas, d'accord ? Dans le sens où dans la tragédie, vous avez des héros qui sont issus de la noblesse à chaque fois, tandis que dans la comédie c'est plus un genre qui est né dans la rue et qui raconte des histoires de la vie quotidienne, qui met un peu en scène monsieur et madame tout le monde, avec des gags et qui se moque du quotidien. La tragédie, c'est pas du tout le cas. Dans la tragédie, c'est beaucoup plus fermé, il y a 3 acteurs max, tandis que dans la comédie, on peut en avoir un peu comme on veut. Et la tragédie, nous avons du coup un héros d'origine noble qui va lutter contre son destin qui a été mis en place par les dieux, d'accord. Et du coup il va lutter contre ce destin, et plus il va lutter, et plus en réalité il va foncer dedans. Voilà, il fonce dedans, plus il tente de s'en échapper, plus il rentre dedans, pas de chance. Donc c'est ce qui va se passer. Donc ça c'est l'essence de la tragédie. Un héros d'origine noble qui doit lutter contre son destin, et plus il lutte, plus on sait qu'il s'enfonce dedans, et plus on sait qu'à la fin en général il y a la mort qui l'attend. Voilà, c'est pas très joyeux, mais c'est un peu le but de la tragédie. Et si vous voulez, on regarde pas une tragédie pour savoir comment ça finit, puisqu'on sait en général que ça finit mal. On regarde pour voir comment le héros va arriver à sa fin en fait. Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour essayer de s'en sortir. C'est un peu vicieux, vous me direz. Et donc ça c'est la première chose. Deuxième chose dans la tragédie à retenir, c'est que on a toujours un petit peu de compassion quand même pour ce héros qui est empêtré dans ce destin et qui tente de s'en sortir. On a de la compassion pour lui, d'accord, du pathos, on avait déjà vu ce mot, c'est-à-dire de la pitié, mais de la pitié dans le sens positif du terme. Et en même temps, on en a peur. Parce que pour s'en sortir, souvent c'est des personnages qui sont quand même un petit peu dérangés, et qui pour s'en sortir font des trucs un poil flippant, d'accord, un poil flippant. Je vous laisserai lire Médée par exemple. Médée elle va juste tuer tous ses enfants, voilà, par exemple. Donc du coup, on a de la compassion pour eux, mais en même temps ils nous font un peu flipouiller. Voilà, c'est un peu ça la tragédie. La comédie, on rigole, c'est une bonne marade. Donc ça c'est à l'Antiquité. Et puis en fait ce qui va se passer, c'est que si vous voulez, l'époque médiévale va arriver. Et en Occident, ce qui traduit vraiment l'époque médiévale, c'est la montée en masse du christianisme. Et avec le christianisme, figurez-vous que pour un chrétien, voilà, pour la religion, tout ce qui n'est pas chrétien est païen. Donc entendez par païen, ça a un sens vraiment négatif, c'est-à-dire c'est pas bon quoi. Voilà, donc c'est pour ça on va pas faire comme si ce qui s'était passé à l'Antiquité ça n'existait pas, mais on va pas en tenir compte, parce que ça a été fait par des païens. Donc on va un peu mélanger, il va plus y avoir cette idée de tragédie et de comédie, les deux vont pouvoir se mêler et on va avoir des nouveaux genres de théâtre qui vont naître, surtout vraiment des genres très intéressants dans le théâtre de rue. Et le théâtre qui va décider vraiment ce qui se fait, ce qui se fait pas, c'est ce qu'on appelle le théâtre religieux avec un R majuscule, qui est le théâtre officiel de l'époque. Donc un théâtre qui est dirigé par des hommes d'église et qui décide ce qu'il est possible de faire ou non. Donc il existe une vraie censure. Et d'ailleurs la plupart des pièces sont jouées par des religieux, que ce soit dans la rue ou dans des églises ou des cathédrales. Voilà pour le Moyen-Âge. Donc j'essaye de faire vite. À la fin du Moyen-Âge arrive ce qu'on appelle la Renaissance, 16e, 17e. Je pense que ça vous parle, big up les cours d'histoire, big up Monsieur Péguet pour ceux qui ont Monsieur Péguet, voilà. Et du coup, à la Renaissance, et bien là, on va redécouvrir les textes antiques, la culture antique, et on va avoir une fascination quoi, pour l'Antiquité, d'accord. Les mecs ils vont se tatouer Aristote et tout sur le bras, enfin un vrai délire. Et du coup,
partir de là, on va reprendre le livre de notre pote Aristote, qui est la poétique, et on va suivre les règles, mais de manière très stricte. Vous voyez, à l'Antiquité, Aristote, quand il disait ça, c'était des recommandations, lui, ce qu'il pensait sur le théâtre, mais c'est pas une vérité absolue. À la Renaissance, on va plus déconner avec ça en France, c'est-à-dire qu'on va suivre à la lettre ce qui est dit par Aristote. Donc on ramène la tragédie et la comédie sur le devant de la scène. La tragédie reste le genre noble, tandis que la comédie reste le genre populaire, d'accord? Ça bouge pas. Les types de personnages dedans ne bougent pas non plus, d'accord? Par contre, ce qu'on va instaurer, c'est la règle des 3 unités dans la tragédie. Ça, vraiment très important. Parce qu'on pense que ça fait plus vraisemblable, d'accord? Pour donner l'impression, l'illusion que c'est vraiment arrivé, on pense qu'il faut suivre cette règle des 3 unités. La vraisemblance, vraiment mot à retenir dans la tragédie classique. Et du coup, ces 3 unités, c'est quoi? On pense qu'il faut que l'action se déroule en une seule journée. Donc, la première unité, c'est le temps. Deuxième unité, on pense qu'il faut que ça se déroule en un seul lieu. Donc, dans une journée, un seul lieu. Donc l'unité de lieu, et la dernière unité d'action, on pense qu'il faut qu'il y ait une seule action. Une seule action dans un seul lieu, dans une seule journée, pour que ça fasse plus vraisemblable. Et ça, on s'y tient. Pareil, dans le théâtre, dans la tragédie classique, pas de scène de violence sur scène, c'est vulgaire la violence. Et pas non plus de scène d'amour, j'entends par là, pas de baiser, pas d'échange amoureux, nada, d'accord? Ça c'est hors scène. Tout est hors scène, sur la scène, pas de violence. Pas de choses un petit peu quand même qui pourraient choquer les esprits. Dans la comédie, c'est une fois encore plus libre sur le nombre de personnages. Là, au contraire, on est dans le gag, on est dans le burlesque. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut frapper à coups de bâton sur scène. Vous voyez, par exemple, je pense à Scapin. Je pense que vous l'avez tous presque vu en 5e. Big up les fourberies de Scapin. Voilà, Scapin qui se fait taper à coups de bâton. Donc là, pour le coup... Dans la comédie, on reprend pas mal tout ce qui a été fait dans l'époque médiévale. Molière, il a inventé des choses, c'est vrai, mais il a repris aussi par rapport... Il s'est inspiré beaucoup des farces. Des farces, c'était des textes antiques, puis aussi des comédies antiques. Et des personnages de la commedia dell'arte, donc du théâtre du XVIe en Italie. Les personnages types, par exemple l'Arlequin, je pense que vous connaissez, vous avez déjà dû entendre parler de la commedia dell'arte. Voilà. La comédie, c'est en 3 actes, tandis que la tragédie, elle se déroule en 5 actes. Et globalement, même si Molière va rendre ses lettres de noblesse à la comédie, il va quand même amener la comédie à la cour. Mais en attendant, la tragédie, ça reste le genre noble. Et vu qu'on est fasciné par l'Antiquité, et bien forcément, les sujets des tragédies, on va retrouver les mythes antiques et les grandes épopées. C'est pour ça que vous avez énormément de tragédies classiques qui se passent à l'Antiquité. C'est juste parce qu'on avait une fascination pour cette époque. Voilà, c'était le gros truc à la mode. Donc du coup, vu que c'est la tendance, c'est ce qui est suivi. Il y en a un qui va un peu faire son rebelle dans la tragédie. C'est genre le caïd de la comédie. De la tragédie. C'est Corneille. Alors pas Corneille le chanteur, mais Pierre Corneille, l'auteur de théâtre, le dramaturge. Corneille, il va faire une pièce qui s'appelle Le Cid, qui va mélanger un peu tragique et comique, c'est pour ça que ça va être une tragicomédie. Et il va exploser les règles d'unité, la vraisemblance, rien à foutre, d'accord? Corneille, vraiment, il s'en balèque. Et il va faire un peu ce qu'il veut dans le Cid. S'il doit y avoir un combat, ben il y a un combat. S'il y a une scène d'amour, il y a une scène d'amour. Il n'y a pas forcément un seul lieu, mais c'est pas grave. Il n'y a pas forcément une seule action, on s'en fiche. Bref, pour nous, ça paraît normal. Voilà. Sauf qu'à l'époque, c'est pas du tout normal. Et l'académie, là, les vieux qui sont à l'académie, ils vont un peu remonter leurs lunettes et faire je suis pas d'accord. Ils vont être vraiment énervés par cette pièce. Et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle la querelle du Cid, qui va opposer les vieux boucs de l'académie qui sont très scindés sur les règles, sur Aristote, et les modernes. Et les modernes qui, eux, ne seraient pas contre un petit peu de changement dans le théâtre et un brin de nouveauté. Et se dire pourquoi on serait obligé de respecter ces règles. Voilà. Et ce qui va énerver les vieux, vraiment, ce qui va les énerver, c'est qu'en fait, le Cid, ça va faire un succès fou. Et voilà. Et du coup, après la Renaissance, au fur et à mesure, parce que je peux pas faire chaque siècle comme ça, sinon la vidéo va durer des heures, le théâtre, si vous voulez, va devenir beaucoup plus libre. Il y a d'autres genres qui vont apparaître et on va de moins en moins respecter tous ces codes.
Voilà, et aujourd'hui, on les respecte plus du tout. Et je crois que l'explosion des codes, ça va vraiment être au XXe siècle. XXe siècle, on va faire un peu ce qu'on veut. On va y avoir ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde, donc du coup, il n'y aura pas du tout cette idée de vraisemblance. Les règles d'unité, les 3 règles d'unité, il n'y en a plus. On n'est pas obligé d'avoir des actes dans une pièce. On peut avoir un chœur, on ne peut pas en avoir. On peut avoir un prologue comme à l'Antiquité, par exemple Antigone de Jean Anouilh, que vous avez en extrait là. On peut ne pas en avoir, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Et ça va devenir beaucoup plus libre. On le voit dans les pièces que nous avons, elles mélangent un peu les codes. Le prénom, vous n'avez pas d'acte dans le prénom. C'est une pièce à dominante comique, mais vous avez aussi dedans des événements qui sont tragiques, d'accord, 2-3 petites choses qui sont quand même tragiques. Donc on n'a plus ce respect du tout des codes et il n'y a plus cette idée d'un genre bas et d'un genre noble. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Alors en beaucoup plus détaillé, enfin du moins en plus détaillé sur chaque époque, je vous ai fait une